الدكتور فاتح قرقوز مستشار في القانون الدولي ومحكم مستقل في التحكيم التجاري والاستثماري، يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاما في القانون الدولي، 25 سنة منها في التحكيم والوساطة والتوفيق الدولي. ترأس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن البوروندي بين 2016 و2018 التي أنشأها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيفا. بين 2006 و2016 كان أحد القضاة ال11 الأوائل للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بأروشا، وانتخب من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي نائبا للرئيس بين 2012 و2013. قبل انتخابه في المحكمة الأفريقية كان الدكتور قرقوز أمينا لمحكمة العدل الدولية بلاهاي، حيث عمل لمدة 12 عاما بين 95 و2006. قبل انضمامه إلى الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة كان محاميا في مكتب الشؤون القانونية بالأمم المتحدة بنيويورك، ثم أخصائيا في مجال حقوق الإنسان. وفي تلك الفترة انتدبه مفوض الأمم المتحدة السامي إلى رواندا لحقوق الإنسان للتحقيق في الإبادة الجماعية. درس الدكتور قرقوز القانون الدولي العام في كلية الحقوق بجامعة جنيفا لمدة 4 سنوات بين 89 و 92. كان باحثا مشاركا في كلية الحقوق بجامعة يال الأمريكية، أستاذا لحقوق الإنسان بمركز الحقوق بجامعة جورج تاون بواشنطن، أستاذا زائرا بجامعة بونتيون أساس باريس 2، وبأكاديمية جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وكلية الحقوق بجامعة بوينوس آيرس. خلال العام 2018 درس بمعهد الدراسات العليا الدولية بجنيف لإعداد الدورة التدريبية الخاصة التي ألقاها في أكاديمية القانون الدولي في لاهاي. هو عضو في المعهد الأفريقي للقانون الدولي بأروشا، عضو مؤسس ومدير تنفيذي للمؤسسة الأفريقية للقانون الدولي بلاهاي، وكذلك نائب مدير الدليل الأفريقي للقانون الدولي. الدكتور قرقوز حاصل على شهادة في القانون من جامعة سانت إتيان بفرنسا، ودكتوراه من معهد الدراسات العليا الدولية بجنيف، وهو مؤلف للعديد من المنشورات بما في ذلك العديد من الأعمال، آخرها الاتحاد الأفريقي الإطار القانوني والمؤسسي، دليل حول منظمة عموم أفريقيا. جانفي 2020 استدعي الدكتور فاتح قرقوز ضمن فريق اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور بالجزائر. الدكتور فاتح قرقوز، شكرا جزيلا على تلبية دعوة البرنامج. Bonjour Madame Mokhtari, c'est moi qui vous remercie de m'avoir convié à cette petite causerie au coin du feu ou de la cheminée. بعيدا عن البيوغرافيا الرسمية التي شاهدنا الآن، من هو الدكتور فاتح قرقوز دون المحاكم والجامعات؟ Docteur Fatah Qurqouz est d'abord Fatah Qurqouz, et c'est le même en fait que celui qui a fait l'objet de cette petite vidéo. Il n'est pas détachable de toutes les facettes que vous avez visionnées auparavant. Je suis le facteur, enfin la résultante d'un certain nombre de facteurs. Tout d'abord mes racines algériennes, qui sont très fortes et qui sont puissamment ancrées en moi. Mes parents, ma mère, une personnalité très forte et volontaire, mon père, une personnalité, Laïrahmo, qui est partie il y a 5 ans, mais qui était très, très généreuse, personne dotée d'une intelligence de cœur et d'esprit. Donc je suis d'abord la résultante d'un papa et d'une maman. Et bien sûr, je ne parle pas des aïeux, les grands-parents également sont très importants pour moi. Je suis également la résultante de mon éducation, donnée au sein de cette famille, une éducation faite dans la rigueur, la générosité, l'attention, le respect de l'autre. Donc ce sont autant de valeurs que mes parents m'ont inculquées. La résultante d'une éducation faite au sein de l'école. Je suis né en France, donc j'ai été à l'école de la République en France. Et j'ai eu la chance d'avoir des instituteurs très patients, très ouverts, et d'avoir aussi des camarades de classe de tous les milieux. Donc j'ai grandi dans cet environnement en France. Donc au sortir de la décolonisation, au sortir de la guerre d'indépendance, dans un environnement pas très facile à l'époque, qui était un petit peu, où il y avait beaucoup de tensions, caractérisées par une certaine animosité à l'égard des communautés étrangères, et en particulier la communauté algérienne.
qui venaient de sortir du joug de la colonisation. Donc je suis aussi le résultant de cette enfance vécue en France, dans un milieu relativement défavorisé. Mon père était mineur, ma mère femme au foyer, avec 8-9 frères et sœurs. On était 12 au total. Grande fratrie. Grande fratrie, exactement. Donc dans un milieu modeste, même très modeste, en France, dans une île de province, à Saint-Étienne, dans un univers industriel et minier. Donc ça m'a également marqué. En fait, l'environnement socio-économique dans lequel j'ai grandi m'a également marqué. Ce qui m'a également marqué durant mon éducation, c'est le fait d'avoir des parents analphabètes. Donc ils ne savaient ni lire ni écrire, ce qui m'a encouragé en fait à étudier dès ma plus jeune mes plus jeunes années. Donc j'avais tout de suite une idée très claire de l'importance de l'éducation. Donc c'était pour moi une manière de sortir de mon milieu. Et pour cela, j'ai également bénéficié des encouragements très forts de mes parents qui avaient beaucoup investi sur moi, comme tous les parents du monde d'ailleurs, investissent sur leurs enfants, et peut-être un peu plus de la part de mes parents, car ils voyaient en moi peut-être le porteur d'un destin collectif pour la famille. Donc j'ai grandi dans cet environnement, donc c'est également cet environnement à l'école qui m'a formé. Et plus tard, bien entendu, l'éducation au sein du lycée, de l'université, ça a également contribué à me former. Le choix de la discipline que j'ai étudiée à l'université, le droit. Pourquoi le droit? Parce que j'ai grandi également dans un environnement assez difficile, dans une banlieue en France, à Saint-Étienne. Et j'ai dû faire face à beaucoup d'injustices. Moi-même et mes camarades de jeu, on avait pas mal de soucis avec les institutions en France, disons au sens large. Et donc ça m'a conscientisé sur l'importance d'étudier une discipline qui permettrait plus tard de défendre certaines valeurs auxquelles je tenais. Je suis le résultant de tout ça, y compris de mon expérience professionnelle, qui m'a fortement marqué dans les différentes expériences que j'ai vécues, plus ou moins difficiles, en fonction du type de mission que j'ai exercée. Et je dirais que tout cela a convergé pour me porter vers la question du règlement pacifique des différends. Donc c'est comme si je m'étais senti investi d'une mission de pacification des relations. Et là, il y a une anecdote j'ai dit relations parce que je n'ai pas donné de qualificatif. Bien entendu, aujourd'hui, c'est relations internationales, mais à l'époque, c'est cette anecdote que j'aimerais vous narrer maintenant. C'était quand j'étais très petit, j'avais 10 ans, 12 ans, ma mère m'avait envoyé comme médiateur. Il y avait un conflit entre mon père et mon oncle. Mon père et mon oncle ne se parlaient pas, et un matin, avant d'aller à l'école, au collège, je m'en souviens, c'était 7 h du matin, elle m'a dit « il faut que tu ailles voir le Hajj Belkacem ». Le Hajj Belkacem, c'était un Hajj, et c'était une des seules personnes qui savait lire dans la famille. Il était à l'époque responsable de l'amicale des Algériens en Europe à Saint-Étienne. C'est un ancien de la guerre de libération nationale. Et elle m'a envoyé chez lui, c'était le sage de la famille, pour que j'aille lui demander de faire la médiation. Et elle m'a dit, en kabyle, « Ruh Inès Adizat al-Khair » va lui demander de tricoter du bonheur entre ton père et ton oncle. Et l'expression « Zat al-Khair », tricoter du bonheur, je ne la connaissais pas. Et sur tout le chemin, pour aller à l'école, je me rappelle, pour ne pas l'oublier. Et je suis arrivé juste avant de rentrer en cours, j'ai d'abord été chez c'est le beau-père de ma sœur, le Hajj Belkacem, et je lui ai demandé s'il pouvait faire l'intermédiaire entre les deux. Et c'était là ma première expérience de médiation. Et peut-être que c'est peut-être resté dans mon subconscient. Et finalement, j'ai développé une passion et puis certaines compétences dans le domaine de la médiation internationale, grâce à ma maman Taos d'ailleurs. À chaque fois que je viens manger au restaurant Taos ici, je pense à elle et je lui envoie des photos et puis des pensées très, très fraternelles et filiales. ونحييها كذلك بالمناسبة تحية لك سيدتي. بارك الله فيك. السنة عدان دميدك إلا نتورا آخر ندي تدور آخر وين عدان. هيني عدان سعدا لا ميزير. هيني عدان سعدا المحال الغلا الموثى نفرحارة تحت المغربين. تورا خاطي الحمد لله. تورا نشر خديت تجي لواس. كسلان سليمان عزام. تورا السنجي السويح.
تورا ما تبدل دوني تنفرح وتشم لي زاني باسي توري لا الحق. Votre papa est présent, moi en tout cas je l'ai remarqué. Pourquoi? Parce que c'est mon père, parce que c'est lui qui m'a donné la vie avec ma mère, c'est lui qui m'a formé, c'est lui qui m'a donné le goût de la lecture, même s'il ne savait pas lire. Je suis un peu ému là. Parce qu'il m'a donné en fait par ses mots, mais surtout par ses silences. Il m'a donné des directions. Et il m'a inculqué le sens des responsabilités. En fait, avec mon père, on n'a pas beaucoup parlé, mais je me souviens d'une image marquante qui vaut mieux que tous les discours du monde. C'était ici en Algérie en 1970, je crois, ou 67. J'avais 10 ans, une dizaine d'années, et mon oncle était maçon. Ils étaient en train de construire une maison. C'était au mois d'août. Et il y avait des ouvriers autour de nous. Moi, j'avais 10 ans, j'étais jeune. Et mon père m'a dit, prends la pioche qu'il y a ici. Il y avait une grosse pioche, j'ai pris la pioche et il m'a dit, creuse. Je n'ai pas compris, j'ai pris la pioche et j'ai commencé à creuser difficilement. La pioche était très lourde. Et j'ai dû creuser pendant 2 minutes ou 3 minutes. J'avais les mains toutes rouges, j'avais des ampoules, j'avais déjà. Et il me regarde, et je le regarde, et il me dit, tu as compris? J'ai dit non, il me dit, tu as compris maintenant? Je dis, en fait, c'était, voilà, c'est soit ça, soit les études. Alors autant étudier. Donc voilà, le message était un message fort. Il n'a pas pu m'inculquer d'autres choses parce qu'il n'était pas... Il est analphabète. Mais ça, c'est une image qui est restée. Et donc il est présent, il est toujours présent d'ailleurs. C'est une occasion pour lui rendre hommage. الله يرحمه. طيب حوارنا فكرنا فيه منذ نوفمبر 2019 واتفقنا على التصوير حين تسمح الأجندة بذلك. ما بين التاريخين ظهرت أحداث من ضمنها انضمامك للجنة الوطنية لتعديل الدستور بقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ماذا تقول بهذا الخصوص حصريا لبرنامج ضيف الثالثة؟ Effectivement, notre accord, disons, notre accord remonte au mois de novembre dernier et il était prévu que cet entretien ait lieu vers la fin de l'année dernière, donc il y a quelques mois de cela. Et entre-temps est intervenue ma nomination par le chef de l'État algérien comme membre de cette commission, de ce comité d'experts chargé de réviser la Constitution algérienne. Donc vous comprendrez très bien, je l'espère, que je suis en cette qualité de membre actuel de la commission tenu à un certain devoir de réserve. Ce qui ne m'empêche pas de vous dire quelques mots. De vous dire tout d'abord combien je suis honoré de participer à ce comité chargé de réviser la Constitution. Honoré dans la mesure où je considère que c'est là, pour l'Algérie, un moment historique dans la vie du pays. Donc je suis très ému en même temps. Je suis conscient de l'importance de la tâche, de la difficulté de la tâche, des responsabilités qui reposent sur le comité et sur ses membres. Mais c'est avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de plaisir que je participe à cette expérience. À ma qualité, dans le passé, j'ai occupé pas mal de fonctions dans lesquelles j'étais chargé d'améliorer quelque peu le sort, le devenir, le quotidien de groupes de population, voire de population, tant dans le cadre des Nations Unies que dans le cadre de l'Union africaine, en mes qualités différentes de président d'une commission d'enquête, de rapporteur spécial des Nations Unies et de juge à la Cour africaine. Et là, c'est pour moi l'expérience aujourd'hui, l'occasion pour moi aujourd'hui de faire cette même expérience, de vivre cette même expérience pour le bénéfice de mon pays. الدستور هو المرجعية الأولى للدولة. دكتور، ما هي الجوانب التي تحتاج لتعديل يرافق التحولات المجتمعية؟ Les aspects qui doivent, c'est une question qui a déjà été clarifiée, j'imagine. Depuis le 22 février 2019, un certain nombre de revendications ont été exprimées par un certain nombre d'acteurs, en particulier la société civile, de différents segments de la société civile. Ces revendications et ces aspirations ont été pour l'essentiel prises en considération et reflétées dans la lettre de mission que le chef de l'État a adressée au professeur Laraba
qui s'articule autour de sept axes, comme vous le savez. Donc ces 7 axes prennent en compte l'essentiel, si ce n'est l'ensemble des revendications. Il faut faire une lecture, si on fait une lecture dans l'esprit et dans la lettre de cette lettre de mission, je pense que cette lettre de mission est relativement complète et elle permettra au comité, dans son travail, dans ses travaux, de répondre à ces aspirations, de traduire dans la Constitution future la plupart des revendications, si ce n'est l'ensemble des revendications exprimées par le mouvement populaire, si on peut l'appeler ainsi. Cette lettre de mission a été complétée par la suite par des déclarations du chef de l'État, par certaines prises de position du gouvernement, autant de déclarations et de prises de position qui nous éclairent également au jour le jour dans notre travail quotidien au sein du comité. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, le gouvernement a également formulé un certain nombre de recommandations, clarifié certaines positions dans le programme d'action pour la mise en œuvre justement du programme du chef de l'État. Donc ce sont autant de textes qui éclairent notre vision et nos travaux. Donc bien entendu, notre réflexion, et la mienne en particulier, je peux parler de ma réflexion. Ma réflexion se nourrit à l'aune, à la rivière, je dirais, de toutes les revendications et tous les souhaits qui ont été exprimés depuis une année par les différentes parties prenantes. دكتور قرقوز، حاولت استنطاق القوانين من أعلى المنابر القانونية في العالم. كنت قاض في محكمة العدل الدولية وقاض في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مؤسسات مرموقة تميزها الكثير من الفوارق. ما تعليقك؟ J'ai beaucoup œuvré dans le domaine du règlement pacifique des différends, tant au sein de la Cour internationale de justice aux Nations Unies, à La Haye, que dans le cadre de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, basée en Tanzanie, à Arusha, qui est l'organe judiciaire principal de l'Union africaine, qu'ensuite, dans le cadre des Nations Unies, au niveau de la conciliation et de la médiation, dans le cadre de commissions d'enquête ou d'exercice d'un mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme. Cette expérience, ces différentes expériences ont été pour moi des expériences très enrichissantes. Et elles avaient toutes pour objectif principal de pacifier quelque peu, autant que faire se peut, les relations internationales ou les relations intra-étatiques. Dans certains États, je pense en particulier à mes activités au sein de la Cour africaine et au sein de la commission d'experts, de commission d'enquête sur le Burundi que j'ai eu l'honneur de présider. نعم، والميثاق الأفريقي لحقوق الشعوب والمواطن يتميز عن باقي المواثيق في مجال حقوق الإنسان باحتوائه حق الشعوب في تقرير مصيرها، وتوجد لجنة على مستوى الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار، وحضرتك تقلدت مناصب في الاتحاد الأفريقي من خلال اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والمحكمة الأفريقية أروشا. لماذا ما زالت بعض الشعوب تكافح من أجل حق تقرير المصير؟ J'aimerais tout d'abord revenir sur la charte africaine que vous avez évoquée, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est très important de souligner des peuples, consacre effectivement le droit des peuples à l'autodétermination. Mais ce n'est pas le seul droit qu'elle consacre, c'est la seule. À l'heure actuelle, c'est le seul traité international qui garantit un certain nombre de droits aux peuples. Entre autres, le droit à l'autodétermination, mais également ce que l'on appelle les droits de solidarité. Droit des peuples à l'environnement, droit des peuples au développement, droit des peuples à la paix. Le droit des peuples à l'autodétermination a également été consacré par des instruments aux Nations Unies, un certain nombre d'instruments juridiques, déclarations, traités, comme les 2 pactes de 1966 dans leur article 1er commun. C'est pour vous dire l'importance de la consécration du droit à l'autodétermination. Ce droit à l'autodétermination doit être compris dans 2 acceptions. Son acception externe et son exception interne, démocratisation. Donc exercice de ce droit à l'intérieur des frontières d'un État. Et je pense que vous faites plutôt référence à l'exercice du droit à l'autodétermination dans le cadre externe, dans un contexte de décolonisation. Alors si vous me posez la question de savoir pourquoi certains peuples continuent à lutter
pour leur droit à l'autodétermination? La réponse est simple, c'est que ces peuples, justement, se voient empêchés d'exercer ce droit. C'est un droit légitime qui a été consacré par un très grand nombre d'instruments au niveau universel, mais également au niveau régional. Et ces peuples se voient empêchés d'exercer ce droit par les puissances occupantes. Et il est tout à fait légitime qu'ils continuent à vouloir l'exercer. C'est malheureusement ce droit est entravé, l'exercice de ce droit est entravé par les puissances occupantes que je viens d'évoquer, mais également par un environnement international, je dirais une certaine inaction de ce que l'on appelle la communauté internationale, un manque d'intérêt ou un intérêt fluctuant en fonction des rapports de force. Mais ce principe du droit des peuples à l'autodétermination a été réaffirmé, on évoquait la Cour internationale de justice tout à l'heure, a été réaffirmé il y a moins d'une année de cela, au mois de février de l'année 2019, par la Cour internationale de justice, qui a réaffirmé son importance et sa vivacité, et son application dans le cadre de l'archipel de Chagos, qui est un territoire sous administration britannique, mais qui appartient à l'île Maurice. Une lueur d'espoir peut-être pour les peuples colonisés? Exactement, oui, une très grande lueur d'espoir, en tout cas pour l'île Maurice et les populations de Chagos. محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. أي القضايا استعصت عليك هناك؟ Vous utilisez le terme usé, je dirais plutôt j'utiliserais plutôt le terme enthousiasmé ou intéressé. Si je peux réfléchir maintenant à haute voix, je dirais que j'ai participé au règlement d'un très grand nombre d'affaires, mais si je devais choisir des exemples, j'en choisirais, disons, 4. 2 exemples d'arrêt, de règlement judiciaire de contentieux entre 2 États, 2 États arabes, en particulier Qatar et Bahreïn, et 2 États africains, le Cameroun et le Nigeria. C'était 2 contentieux territoriaux et de délimitation frontalière qui avaient beaucoup d'enjeux, tant en termes humains, pour par exemple le Cameroun et le Nigeria, les habitants de la péninsule de Bakassi, ou bien des enjeux économiques pour venir à l'affaire Qatar-Bahreïn, des limitations de la mer qui avaient des incidences au niveau des ressources gazières en particulier. Il y avait également une dimension humaine avec la souveraineté sur l'île de Hawar. Donc là, c'est ces 2 affaires qui m'ont sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, qui présentaient des dimensions humaines très importantes et que la Cour a aidé à pacifier. La Cour a réussi à pacifier les relations entre l'État que je viens de mentionner, d'une part Qatar-Bahreïn et de l'autre le Cameroun et le Nigeria. Ça, ce sont les 2 affaires contentieuses. Il y a 2 affaires consultatives également qui m'ont beaucoup enthousiasmé et que j'ai eu beaucoup de plaisir à traiter avec les juges de la Cour. L'avis consultatif sur la licéité d'utilisation des armes nucléaires et la licéité de la construction du mur sur les territoires occupés palestiniens. Donc c'était deux affaires, sur des affaires qui portaient sur des sujets sociétals, l'utilisation des armes nucléaires, donc l'environnement, la santé, et le mur, la construction du mur, les droits de l'homme, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc ce sont 2 affaires consultatives que je garde en fait, dont je garde un très 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 beau souvenir. خلال تواجدك بالمحكمة الأفريقية جرت أحداث هزت القيم الإنسانية سيما الإبادة التي حدثت في منطقة البحيرات الكبرى. لماذا يبقى القانون الدولي الإنساني عاجزا إلى حد اليوم على دحر الإبادة بسبب العرق والدين واللون؟ C'est une question très très large. Le droit, il n'y a pas que le génocide, comme je dirais, comme tragédie humaine qui a du mal à être éradiquée de la surface de la Terre par le droit international. Je dirais que les insuffisances du droit humanitaire sont les insuffisances du droit international lui-même. C'est un droit qui est créé par les États pour eux-mêmes et le monde traverse une crise. Et cette crise est très aiguë aujourd'hui, une crise du droit international. Ce sont les acteurs qui eux-mêmes créent les règles. Et je pense que le droit international a son mot à jouer, a son rôle à jouer dans l'éradication de fléaux,
humains, de tragédies humaines, telles que les génocides, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, mais pas uniquement. Les violations massives de droits de l'homme. C'est ce que je dirais que c'est la solution qui vient par le haut, mais la solution, à mon sens, la plus pérenne, c'est celle qui vient par le bas, par l'éducation, par les peuples. L'éducation, éduquer les enfants, éduquer les peuples à la fraternité, aux valeurs de tolérance et de cohabitation, plutôt que de coexistence. Et là, les États ont une responsabilité particulière à exercer en investissant dans le domaine de l'éducation. يعتقد بعض الخبراء أن المحكمة الجنائية الدولية حادت عن أهدافها وعن القيم الإنسانية التي جاءت من أجلها. هل تشاطرهم الرأي؟ En partie, effectivement. La Cour pénale internationale a été créée par traité de Rome, et avec de nobles objectifs, qui étaient de mettre fin à l'impunité, en rapport avec la commission d'un certain nombre de crimes internationaux, le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, voire même le crime d'agression. Donc ces nobles objectifs existent toujours, mais les institutions étant ce qu'elles sont, les hommes et les femmes étant ce qu'elles sont, les relations internationales étant ce qu'elles sont, effectivement, on a pu observer une certaine dérive, une certaine focalisation de la Cour pénale internationale sur certaines régions du monde, en particulier de l'Afrique. Ceci étant dit, j'aimerais préciser quand même que s'il y a un certain focus, une certaine focalisation de la Cour pénale sur les États africains, c'est qu'un très grand nombre d'États africains, plus d'une trentaine, ont accepté de manière souveraine et libre la compétence de la Cour pénale internationale. Et la plupart des affaires qui ont été portées devant la Cour pénale internationale l'ont été à l'initiative des États eux-mêmes. Quelques affaires ont été portées devant la Cour par le Conseil de sécurité. L'affaire Libye, la situation qui prévalait en Libye, et la situation qui prévaut au Soudan. Et à cela s'est ajouté très récemment les prises de position d'une superpuissance qui a menacé la Cour pénale internationale de représailles si celle-ci était amenée à connaître de violations commises par ses propres troupes dans un pays dans lequel il a dépêché une base militaire. Une base militaire. L'Afghanistan, pour ne rien vous cacher, et les États-Unis, pour ne rien nous cacher non plus. Donc menacer la Cour pénale internationale de représailles, non seulement si elle exerçait sa compétence à l'égard des ressortissants américains, mais également à l'égard de ressortissants de pays amis, au rang desquels Israël, donc avec la situation qui prévaut en Palestine. Donc voilà le type de dysfonctionnement, le type de dérive, si vous voulez l'appeler ainsi, qui contribue à décrédibiliser un petit peu l'institution. Mais encore une fois, c'est une institution qui a le mérite d'exister et dont il est permis d'espérer beaucoup. أي المهام أصعب في نظرك؟ الوساطة أم التوفيق أم التحكيم؟ علما أنك امتهنت الثلاث. Je dirais que la mission la plus facile est l'arbitrage. L'arbitrage est plus cadré d'un point de vue juridique. En fait, il y a différents types de médiation et différents types de conciliation. J'ai participé à des conciliations où les États en question étaient d'accord, mais j'ai également participé à des processus de conciliation où l'État n'était pas d'accord. Donc là, c'est très difficile justement d'imposer un point de vue ou d'amener un État à la table des négociations. Alors que dans le cadre de l'arbitrage, une fois que les parties ont accepté le rôle de l'arbitre s'appuie sur le droit, essentiellement sur le droit, et prononce sa sentence arbitrale qui est opposable aux deux parties. Alors que dans le cadre de la médiation ou de la conciliation, le rôle du médiateur ou du conciliateur ne lui permet pas d'imposer une solution. Il peut simplement amener les deux parties à négocier. Il peut faire des propositions de solutions, dans le cadre de la conciliation par exemple, mais il ne peut pas imposer de solution. Et dans ces deux cadres, moi je parle maintenant de médiation et de conciliation au niveau des relations internationales, pas dans le cadre d'un arbitrage commercial ou d'investissement par exemple. Je parle maintenant de relations interétatiques. Et là c'est très difficile parce qu'il y a bien entendu toute la dimension diplomatique et politique qu'il faut prendre en considération et ménager les intérêts des parties
en présence, et également les susceptibilités des personnes qui représentent ces partis. Et donc c'est un exercice très délicat, dans l'exercice duquel on doit prendre, dans la conduite duquel on doit prendre un certain nombre de précautions. On doit tenir compte de toutes les positions, les susceptibilités. Il y a beaucoup d'acteurs, même la presse est également, parfois devient même un acteur important, je dirais pas un acteur à part entière, mais quand même un acteur important dans le règlement ou la perception. Donc ils ont également un jeu à jouer dans le domaine de la perception des crises et des solutions qui peuvent être leur apportées. مكافحة الإرهاب من القضايا التي ما زالت تشغل العالم بقوة. دكتور، لماذا لم نتوصل إلى حد اليوم لتعريف موحد للإرهاب؟ Moi, je pensais que c'était une causerie au coin du feu, et là, vous venez avec des problématiques très, très difficiles et très sensibles. Le terrorisme, au même titre. Ce n'est pas tous les jours aussi qu'on a l'occasion de faire une interview avec vous. Le terrorisme, c'est une problématique très difficile et qui a fait beaucoup couler d'encre et qui continue à faire beaucoup couler d'encre. La perception de ce que constitue un acte terroriste est différente en fonction de, je dirais, presque de chaque État ou de groupe d'États. Il n'y a pas de définition généralement admise, mis à part celle qui a été consacrée dans la charte, dans la Convention des Nations Unies 1999. D'autres définitions ont été proposées dans le cadre régional, par exemple, ici même à Alger, dans la Convention de l'OUA sur la prévention et la répression du crime des génocides, qui a été adoptée en 1999 ici. Il y a également une convention qui a été adoptée dans le cadre du Conseil de l'Europe en 2005, une autre convention qui a également été adoptée dans le cadre latino-américain au sein de l'Organisation des États américains au début des années 2000. Donc tous ces États, tous ces groupes d'États ont une conception différente de ce que constitue un acte de terrorisme. Par exemple, dans le cadre africain, le cadre de l'Union africaine, le cadre de l'Organisation de l'Union africaine, à laquelle l'Algérie participe, le crime de terrorisme a une définition large et en même temps étroite. Large parce qu'il inclut tout acte visant à faire pression ou à terroriser une population ou faire pression sur un gouvernement qui a pour effet de détruire des biens publics, qui a pour effet bien sûr d'occasionner des pertes en vie humaine, mais également qui pourrait porter atteinte à l'environnement, au patrimoine culturel, aux ressources naturelles. Donc là, c'est une sorte d'élargissement de la définition du crime de terrorisme. Et il y a une limitation, dans le cadre de l'Union africaine, toujours, auquel l'Algérie participe, pour tenir compte du phénomène de la décolonisation, des guerres de libération nationale. C'est un héritage de la guerre de libération nationale, de notre guerre de libération nationale, où les combattants de la liberté étaient considérés comme terroristes par la puissance occupante. Donc vous voyez, on est toujours le terroriste de quelqu'un, je dirais. Et dans le cadre de l'Union africaine, cette convention qui prohibe justement le terrorisme ne manque pas de rappeler l'importance du principe d'autodétermination et exclut justement de son cadre, de son champ d'application, tout acte de violence qui aurait été perpétré dans le cadre de l'exercice légitime du droit des peuples à l'autodétermination. Donc il y a une certaine cohérence de la part de l'institution africaine au niveau de cette définition du crime de terrorisme. سؤالي الأخير شاعري بعض الشيء رغم جماد القانون، ولكن بين قوة القانون وروح القانون يرسم خيط رفيع اسمه السلام. دكتور قرقوز، كم من سولفيرينو يلزمنا حتى يعم السلام في العالم؟ وهل شعلة السلام بدنهاخ مهددة بالانطفاء؟ Je me réjouis que l'on termine cet entretien sur une note poétique. Il faudra beaucoup de Solferino, je pense, beaucoup de Solferino, justement pour que cette flamme de la paix demeure vivante. Encore faut-il définir ce que l'on entend par la paix. Je ne pense pas qu'il faille garder ou donner une définition négative de la paix simplement comme absence de guerre. Je crois qu'il faut plutôt adopter une notion holistique, large du concept de paix, une définition structurelle. La paix, ce n'est pas uniquement l'absence de guerre. La paix, c'est le développement, c'est la jouissance des droits et libertés fondamentales, tant civiles et politiques qu'économiques, sociaux et culturels. Donc je dirais que tous les jours nous donnent l'occasion de
de nous interroger sur la nécessité de se souvenir de ces Solferino. L'environnement est une autre bataille, un autre défi. Nous avons assisté impuissants à tous ces incendies qui ont dévasté un continent. Je parle de l'Australie. C'est un Solferino. C'est un Solferino des temps modernes. Et je crois que nous c'est des éléments générateurs de guerre aussi. Générateurs de guerre, comme la famine d'ailleurs. Donc on doit rester vigilants et les peuples, les individus, les États qui nous représentent, les gouvernements qui nous représentent, doivent rester vigilants et accorder toute leur attention à toutes ces questions, de manière à éviter justement la répétition de ces Solferino, d'éviter ou en tout cas en réduire la périodicité. أشكرك جزيل الشكر الدكتور فاتح قرقوز على هذا الحوار. C'est moi qui vous remercie, Madame Mokhtari, pour l'intérêt que vous avez manifesté pour la personne que je suis et pour celle que je suis devenue.